Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Les titres. Les énergies renouvelables à l'ordre du jour lors de la tenue d'un atelier de validation. Et elle a eu également en Égypte 3 magistrats assassinés peu après la condamnation à mort de l'ancien président Mohamed Morsi. Et avant de développer ces titres, la République de Djibouti est invitée à une cérémonie de distinction dédiée au pays ayant atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, est officiellement invité à prendre part à une cérémonie que le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture organiseront conjointement à Rome, en Italie, du 6 au 13 juin prochain, et dédié à la distinction des pays ayant atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Dans un courrier parvenu au chef de l'État et signé conjointement par le directeur général du FAO, M. José Garziano da Silva, et la directrice exécutive du PAM, il est clairement mentionné que Djibouti fait partie d'un collectif de 72 pays sur 184 qui ont atteint la cible de l'OMD, soit en réduisant de moitié la prévalence de la sous-alimentation, soit en la faisant tomber en dessous d'un seuil fixé à 5%. Ce courrier précise aussi qu'en 2013, un diplôme avait déjà été remis à Djibouti pour les progrès accomplis en matière de lutte contre la faim et pour l'avance avec laquelle notre pays avait atteint l'objectif du sommet mondial de l'alimentation de 1996. Lancé en 1996, donc les objectifs du millénaire pour le développement est un programme des Nations Unies où les pays du monde sont conviés à atteindre un nombre de paramètres socio-économiques afin d'offrir les conditions d'une vie décente à leurs ressortissants respectifs. À la une également, dans le cadre du lancement des premiers Jeux nationaux de la jeunesse, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a entamé une tournée de sensibilisation dans les différentes communes de la capitale qui sera suivie par celle des régions. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a réuni ce matin à la bibliothèque municipale de la commune de Bol'os le président de la commune de Bol'os, le maire de Djibouti-Ville, la présidente du comité national olympique, le comité d'organisation des Jeux, le représentant de l'association de jeunesse et des sports et des jeunes des quartiers. Cette réunion avait pour objectif d'expliquer à l'Assemblée les enjeux et retombées majeures des premiers Jeux nationaux de la jeunesse. La réunion a donc débuté par les mots de bienvenue du président de la commune, Cyril Ayalé, suivi du discours du maire de la ville de Djibouti, Hussein Abdullahi Rayad. Celui-ci a félicité les secrétaires d'État pour cette belle initiative, une première, a-t-il souligné, qui représente pour le jeune le moyen le plus efficace de les écarter de la drogue et de leur permettre de se rapprocher à travers le sport. Il a continué en assurant au secrétaire d'État que la mairie de Djibouti mettra en œuvre pour les épauler quant à l'organisation de ce jeu d'une importance cruciale. Le secrétaire d'État a ensuite pris la parole après avoir remercié l'Assemblée d'avoir bien voulu assister à cette rencontre. Il a expliqué que l'organisation de ce jeu était un travail de dur labeur de 2 années de préparation renouvelable tous les 2 ans. Que par ailleurs ce jeu qui implique 100 000 jeunes était l'occasion de détecter de nouveaux talents qui seront la relève de demain. Il a ensuite mis l'accent sur les enjeux et les impacts de ce jeu qui sont destinés aux moins de 18 ans, ce qui permettra aux jeunes participants de bénéficier des formations sportives et spécialisées pour leur garantir un meilleur professionnalisme et ainsi devenir des champions de demain. Il a ensuite expliqué que ce jeu donnera aux jeunes les mêmes chances de montrer leur talent et constitue de ces faits une opportunité qu'ils doivent absolument saisir. Et ainsi, une cagnotte de 10 millions de nos francs est à gagner par les jeunes des 3 communes et des régions qui auront obtenu le plus de médailles. Cette somme sera investie dans le développement du sport au niveau des gagnants. De plus, un logiciel de recensement avec empreinte biométrique permettra de lutter contre la triche également. Ces jeux seront pour nos jeunes un tremplin pour participer aux Jeux de l'IGAD qui sont des jeux régionaux et qui seront organisés à Djibouti en janvier 2016. Après le discours du secrétaire d'État, la parole fut donnée au président du comité d'organisation des Jeux, Mohamed Ahmed Salem, pour une plus ample explication avec une présentation sur PowerPoint.
Dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, à la tête d'une forte délégation composée de plusieurs hauts cadres de son département ministériel, d'un conseiller, du directeur de l'ANIFIP, celui de l'INAP et d'un représentant du secteur privé est actuellement en visite officielle à Doha, la capitale qatariote, dans le but de rendre opérationnel et efficace le dispositif en vigueur permettant l'ouverture des débouchés et l'accès de la main-d'œuvre djiboutienne au marché du travail du Qatar. C'est dans cette perspective que des avancées majeures et significatives ont été enregistrées lors de sa première rencontre de travail hier avec son homologue qatari, Abdallah Ben Saleh Al-Khalifi, ministre du Travail et des Affaires sociales, entouré de ses plus proches collaborateurs. Cette rencontre a vu la présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti à Doha, Momin Hassan Abari. Il a été convenu d'un commun accord de la mise en place d'un comité technique composé de représentants de départements en charge de la question de l'emploi et du travail de deux pays pour examiner en profondeur et apporter les derniers correctifs à la Convention. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, pour les questions relatives à l'envoi et aux conditions de séjour de la main-d'œuvre djiboutienne au Qatar. Le ministre du Travail djiboutien a été accueilli aujourd'hui même par son autre homologue, le ministre en charge de l'administration. Ils ont discuté des voies et moyens de renforcer les capacités institutionnelles et techniques de notre administration. Autre nouvelle du pays, sous l'égide de l'honorable député Omar Waberi Malo, président de la commission des productions et des échanges, se tenue une séance de travail qui a regroupé autour de la table, outre les parlementaires, le ministre de l'énergie, Ali Yaroub Mahmoud. Et cette séance de travail avait pour objectif l'examination du projet de loi instituant le cadre législatif à l'efficacité énergétique. Ce texte de loi proposé comprend des dispositions claires et précises, des actions qui privilègent le recours aux formes d'énergie les mieux adaptées aux différents usages et favorise une utilisation plus responsable de l'énergie. Au cours du débat avec le parlementaire, le ministre a précisé que la maîtrise de l'énergie est une priorité nationale pour répondre d'une manière efficace à la problématique de la surconsommation énergétique et de réduire ainsi les factures de l'État. Au terme du débat, le projet de loi soumis à l'examen a été approuvé. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation turque. Et cette délégation a été composée du député et homme d'affaires M. Lokman Iva et l'ambassadeur turc accrédité à Djibouti, Hassan Yavuz. Rappelons que le député est une personnalité très connue pour ses œuvres de bienfaisance. Étant aveugle en marge de ses activités professionnelles, il dirige une ONG qui finance les écoles et les centres de soins des personnes à besoins spéciaux. Cette rencontre vise à renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre Djibouti et la Turquie. Le président de l'Assemblée a souhaité la bienvenue et beaucoup de succès sur sa mission aux députés. Il a souligné que la République de Djibouti est une terre de rencontres et d'échanges. Il a également rappelé que la relation qui existe entre Djibouti et la Turquie est historique et de longue date. Cette réunion a vu la participation de l'ambassadeur de Turquie, le président du groupe d'amitié djibouto-turc, Almé Moussa Hassan, et les présidents des handicapés, Idriss Momin. Cette délégation s'est ensuite rendue au bureau du secrétaire général du ministère, du secrétaire général du président de la présidence, Ismaël Tani. Le secrétaire général du président a donc souhaité également la bienvenue à la délégation. Cette même délégation a visité ce matin au centre mère et enfants. De leurs arrivées au centre mère et enfants, ils ont été accueillis par la directrice de ce centre, Madame Fardoussa Hussein. Et tout à fait, ces délégations ont été conduites par le député Lokman Iva. Ils vont séjourner 2 jours à Djibouti. Cette première prise de contact s'inscrit dans une démarche de rehausser les liens qui existent entre les deux pays. Ces délégations ont donc inspecté les salles de classe des élèves qui ont les besoins spéciaux, notamment les sourds et les muets. Ces élèves suivent les mêmes cours que les autres élèves et ils sont en total 109. La directrice du centre a informé que ce centre abrite des élèves du première année jusqu'en 9e année. Elle a rappelé ainsi qu'ils vont bientôt être en lycée. Et donc le député a dans une brève interview expliqué l'objectif de cette visite. Benim Djibouti ile ilişkim Ayser'in
La relation avec Djibouti a tout d'abord commencé quand j'ai rencontré le bébé de Madame Abil qui s'appelle Aïssel. Ensuite, j'ai rencontré Monsieur Idriss qu'on a gardé contact. Et puis surtout avec l'intervention de son excellence de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, Monsieur Hassan Yavuz, nos relations se sont agrandies de plus en plus. Et je remercie également le gouvernement de Djibouti pour son accueil chaleureux. J'ai visité le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, ainsi que le secrétaire général de la présidence, M. Ismail Tani. J'ai aussi visité le centre mère et enfants, que j'ai bien aimé. Je remercie énormément le gouvernement de Djibouti. Djibouti'ye gelince fark ettik ki Djibouti'de Arrivé à Djibouti, on ne savait pas que nous partagions la même histoire, que nous avons les mêmes ancêtres. En fait, notre projet à Djibouti consiste en deux. En premier, c'est aider les handicapés au niveau de l'éducation, au niveau des soins médicaux, mais aussi leur faire des ordinateurs pour qu'ils puissent étudier confortablement. Et en deux, à partir de nos expériences en Turquie, nous voulons faire une loi concernant les handicapés aveuglement. On veut envoyer les handicapés de Djibouti en Turquie ainsi que les handicapés turcs à Djibouti, faire un projet basé sur la coopération entre les deux pays. J'ai visité également l'école ADA, l'école pour les étudiants aveugles. On a parlé des détails et on verra, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on peut faire de plus là-dessus. C'était dans les titres. La République de Djibouti est parvenue à procéder à l'état d'évaluation de ses énergies renouvelables. Cette évaluation s'est faite avec l'appui de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables qui a soumis les résultats de ses études et travaux lors d'une réunion de validation avec les responsables djiboutiens du secteur. Ces travaux se déroulent sur 2 jours, aujourd'hui et demain, au Sheraton Hotel. Organisé par le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, cet atelier de validation avait aussi la participation des représentants de nombreux autres départements ministériels dans l'environnement, ainsi qu'une pléiade de responsables des organismes internationaux. L'élaboration du rapport dans le lancement nous réunit aujourd'hui. Mais le rapport n'est pas une fin en soi. Seule la mise en œuvre de ces recommandations permettrait de juger de la qualité de notre effort commun. Nous espérons que Djibouti se donnera les moyens de faire de cette étude un parchemin pour l'atteinte de la vision définie par les plus hautes autorités du pays, à savoir 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Je tiens à vous rappeler qu'en plus de Harare, Djibouti fait partie du couloir africain de l'énergie propre. Nous félicitons Djibouti d'avoir joint l'Alliance mondiale pour la géothermie, une plateforme globale regroupant les pays à fort potentiel en géothermie, les partenaires au développement, les organisations régionales, les bailleurs de fonds et le secteur privé, en vue d'accélérer le déploiement de géothermie. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Aboubakar Hussein Douali, a évoqué les avantages que représente le développement des énergies renouvelables pour Djibouti. Selon lui, ces projets vont permettre de mettre en valeur le potentiel énergétique de notre environnement naturel et facilite la décentralisation. Nous l'écoutons. Monsieur, Madame, assurer une énergie de base fiable et stable est primordial pour l'indépendance énergétique de notre pays. C'est pourquoi nous misons sur notre potentiel géothermique afin d'exploiter au maximum. Nous avons d'ailleurs exprimé notre avis favorable à l'adhésion de la nouvelle Alliance mondiale pour la géothermie que l'IRENA nous a récemment présentée pour renforcer le secteur de la géothermie, et nous espérons aller encore de l'avant grâce à leur activité. D'autre part, la République de Djibouti a mis en place un programme ambitieux de développement de l'énergie géothermique avec la création de l'Office djiboutien de développement de la géothermie, donc l'ODEC, qui a pour mission de promouvoir et de développer l'immense potentiel géothermique que nous avons.
Sous le haut patronage du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, la Ligue des Oulémas de Djibouti a organisé ce matin une conférence débat sur les raisons de réussite ou d'échec des études. Cette conférence qui s'est tenue dans la salle de réunion de Somali Pen avait pour objectif d'aider les étudiants à suivre la meilleure voie afin de surpasser et réussir leurs études, ce qui leur assurera un radieux avenir. Au cours du débat, les étudiants, principalement issus des écoles coraniques, ont bénéficié des conseils des oulémas. Ils les ont conseillé comment se prémunir d'un échec scolaire ou lors de leurs études secondaires et universitaires. Les échecs répétitifs peuvent conduire à la délinquance juvénile. Ce débat riche en conseils a été animé par les responsables de la Ligue des Oulémas qui ont tour à tour énuméré dans leurs discours respectifs les raisons d'un succès ou d'un échec lors des études secondaires et les suivis d'un cursus universitaire. Ils ont fait part de leurs propres exemples et expériences. Social, à présent, le conseil communautaire du stade a organisé hier soir une soirée musicale et culturelle dédiée au soutien du président de la République Ismaël Omar Guelleh pour un 4e mandat. La soirée a été animée par le groupe musical et folklorique de la cité et la cérémonie a vu la participation de plus de 1000 personnes composées de jeunes, moins jeunes, femmes et hommes. Ils ont voulu montrer par cette manifestation musicale et culturelle leur soutien au président et ainsi lancer un appel au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour qu'il se représente à la magistrature suprême pour la 4e fois. Un atelier de formation sur la préservation des ressources halieutiques et la pêche illégale s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier réunit une vingtaine de participants de Djibouti et de Somalie principalement. Il vise à éviter la surpêche, notamment du thon rouge et du thon blanc, et à fixer des quotas de capture. Les pêches illégales étant interdites, surtout celles des grands navires industriels. Les côtes somaliennes faisant l'objet d'une grande prédation de navires de pêche de tout acabit et bâtons pavillons de diverses nationalités dans des pays asiatiques et européens. Ils raflent sans vergogne ou scrupule les fonds marins. Cet atelier est organisé par le Centre régional de formation maritime qui est sous la tutelle du ministère de l'Équipement et du Transport. Il bénéficie de l'expertise du bureau de la FAO en Somalie, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du soutien financier de l'Union européenne. Cet atelier de formation doit durer 4 jours. Les mesures étant du ressort de l'État et des autorités portières pour contrer ces états de fait seront expliquées au cours de l'atelier. Ces mesures sont d'ailleurs inscrites dans les résolutions adoptées en 2010 par la Commission sur la capture du thon de l'océan Indien. Cette formation est destinée à des agents de surveillance de quotas de capture qui seront essentiellement déployés dans différents ports somaliens. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a vu la participation de hauts responsables dont une conseillère juridique du chef de l'État et un officier supérieur du cabinet militaire de la présidence, du directeur de la pêche, de la directrice du centre de formation maritime, ainsi qu'un représentant de la FAO, Julian Milior. Toujours dans l'actualité nationale, 24 conteneurs contenant des produits laitiers avariés ont été interpellés par les brigadiers de la douane, qui ont aussitôt contacté le laboratoire national d'analyse alimentaire LANA et la direction de l'élevage afin d'inspecter cette marchandise. Et les résultats de l'inspection ont confirmé l'existence des produits avariés qui représentent un risque pour les consommateurs. Cette marchandise a été saisie et bloquée dans les différents points d'entrée de la République de Djibouti par les autorités compétentes afin d'éviter tout risque que cela peut avoir sur la santé des consommateurs djiboutiens. Les responsables de l'ANA et les inspecteurs sanitaires de l'élevage prendront toutes les mesures nécessaires afin de détruire cette marchandise à haut risque. Et ce, à titre d'information, le LANA a mis en place depuis le début de cette année, en partenariat avec la direction de l'élevage, une brigade mobile chargée de contrôler la qualité des denrées dans toute la chaîne alimentaire. N'est-ce pas nos efforts pour collaborer dans nos différentes opérations. La douane avertit les importateurs de ce genre de produits avariés, nuisibles
infecte pour la consommation humaine, la douane ne ménagera pas ses efforts pour sanctionner ces importateurs antisociaux. Autre fait illicite, un camion semi-remorque provenant d'Éthiopie a été arrêté vendredi dernier à Mouloud vers 23h par les agents de la police et de douane dans la région de Dikil. Et ce poids lourd avait à son bord quelques 11 colis de 4, chaque colis contenant environ 880 paquets. Les policiers et douaniers, après les fouilles et la constatation de l'infraction, ont immobilisé le véhicule. Les éléments de la police et le responsable de la douane, Moussa Omar Moussa, ont procédé ensuite à la destruction du 4 qu'on a tenté d'introduire illégalement sur le marché local. Il est à rappeler en effet que ce genre d'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande qui est formellement interdit dans notre pays. Suite à une série de vols d'énergie constatés par l'équipe de contrôle de l'EDD depuis ces derniers mois, au Gabot 4, 5 et la Cité de l'Aviation, les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 ont mis la main sur un ex-employé de l'EDD suspecté d'être l'auteur de ces faits. Au cours des investigations entreprises, une perquisition effectuée au domicile de ce suspect a permis la découverte d'un sac contenant des outils sophistiqués, parmi lesquels figurent une pince à plombage, des fils métalliques, des dominos de raccordement, des boîtes à fusils de l'EDD et d'autres accessoires, tous spécialement commandés à l'étranger pour commettre des fraudes d'énergie. Ces fraudeurs, pas comme les autres, est spécialisé sur le démontage de compteurs électriques ainsi que les manipulations de mutinerie pour réduire la consommation d'énergie avant de remonter le compteur avec de faux plombages d'une manière continue, et c'est 2 jours avant le passage de releveur. Cette technique délictueuse a été sollicitée par une dizaine de clients de l'EDD, lesquels payant à ces fraudeurs une somme allant de 10 000 à 15 000 par intervention. Ces malfaiteurs et ses complices seront prochainement traduits en justice pour répondre des exacts. Les responsables de l'EDD ont remercié la gendarmerie pour la saisie des fraudeurs et de ses complices. L'actualité de ces 22 heures est aussi la ville de Dikil a accueilli 3 jours durant, du jeudi 14 au samedi 16 mai, un grand rassemblement des fidèles musulmans, et c'est à l'occasion de la célébration de l'Isra wal Mi'raj, jour de l'accession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, vers le ciel, et son voyage de la Mecque vers la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Et c'est une première qu'un tel rassemblement de fidèles musulmans a eu lieu dans la ville de l'Unité. Ce regroupement annuel est organisé par un mouvement des prêcheurs djiboutiens. Outre les fidèles musulmans venus de toutes les régions de Djibouti, cet événement rassemble aussi bien des musulmans des pays voisins que de la communauté internationale. 3 jours intenses, prières et prêches pour la sauvegarde de la communauté musulmane. La Oumma ont marqué ce rassemblement. Nombre de grands chefs ont convié les fidèles à partir en rouge ou en mission religieuse à travers le monde pour prêcher la parole de Dieu. Ces sorties peuvent durer de 40 jours à 4 mois. Ont participé également à cette rencontre les responsables de la région de Dikil, à savoir le préfet Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional, ainsi qu'une forte participation des fidèles de la région. Et dans l'actualité africaine et internationale, au Nigeria pour commencer, où 7 personnes ont trouvé la mort dans un attentat suicide commis par une jeune fille. Une jeune fille d'une 12aine d'années s'est fait exploser hier dans une gare routière de Damaturu, dans le nord-est du Nigeria, faisant au moins 7 morts et 31 blessés, peu après l'annonce de la reprise d'une ville stratégique de cette région par Boko Haram. Achabilé. Une jeune kamikaze a fait exploser ses charges hier à Damaturu, capitale de l'état de Yobe, dans le nord du Nigeria, tuant au moins 7 personnes et en blessant 27 autres, ont rapporté des témoins. L'attentat a eu lieu sur un marché animé de la ville, près d'une gare routière. Un grand nombre de blessés sont dans un état critique. Cet attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais le groupe extrémiste nigérien Boko Haram a souvent recours à de très jeunes femmes pour mener des attentats suicides. Le vice-gouverneur de l'état voisin de Borno, Moustapha Zana, a d'ailleurs déclaré hier à la presse avoir eu accès à un rapport de sécurité faisant état du recrutement de nombreuses kamikazes par le groupe extrémiste en perte de vitesse depuis le déclenchement d'une opération militaire impliquant le Cameroun, le Tchad et le Niger.
Le vice-gouverneur de l'État de Borno a par ailleurs déclaré que la ville de Marthe, où Boko Haram avait établi son QG, serait entièrement retombée sous le contrôle des insurgés, ce qui, selon lui, est un revers immense pour les autorités nigériennes. Marthe, une ville de pêcheurs et de fermiers très convoitée pour ses richesses agricoles, frontalière du Cameroun, est située sur une route stratégique pour le commerce entre le Nigeria et le Cameroun, a changé de main à maintes reprises depuis 2013. En Égypte, 2 juges et un procureur égyptien ont été tués par balle hier dans le nord du Sinaï. Cette attaque intervient quelques heures à peine après la condamnation à mort de l'ex-président Mohamed Morsi par un tribunal égyptien. Les explications de Hidaya Mohamed. Le nord du Sinaï est la zone de théâtre d'attentats djihadistes ciblant habituellement les forces de sécurité. Mais il s'agit cette fois de la première attaque visant des magistrats. Selon un responsable de la police, 4 personnes ont été tuées par balle, des juges, un procureur et le chauffeur. L'attaque intervient quelques heures à peine après que la justice a condamné à mort Mohamed Morsi, destitué par l'armée en juillet 2013. Le véhicule des magistrats a été attaqué dans la ville d'Al-Arish chez le chef-lieu du Nord Sinaï. Des assaillants armés ont stoppé le convoi avant d'ouvrir le feu sur le groupe. Les groupes djihadistes qui revendiquent habituellement les attentats quasi quotidiens contre les forces de l'ordre dans le Sinaï disent agir en représailles à la répression sanglante qui s'est abattue sur les partisans de Mohamed Morsi depuis sa destitution. Et en Syrie, des violents combats opposaient hier des forces du régime syrien aux djihadistes de l'État islamique au lendemain de la prise par ces groupes de contrôle de plusieurs secteurs de Balmari, ville abritant les ruines d'une cité authentique. À Fardos Hossein nous en dit plus. Encerclée depuis plusieurs jours, la ville de Palmyre en Syrie est en partie tombée aux mains des djihadistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, l'État islamique avancé a pris le contrôle de la majeure partie du nord de Palmyre, où des affrontements intenses se poursuivent. Des combats se déroulent aussi près de la citadelle islamique dans l'ouest de la ville, a précisé l'ONG. Vendredi dernier, l'ONG avait annoncé que les djihadistes n'étaient plus qu'à 1 kilomètre de la ville qui abrite une cité antique romaine classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, située au sud-ouest de la ville. L'offensive faisait redouter de nouvelles destructions du patrimoine, alors que l'État islamique s'en est déjà pris à plusieurs sites antiques en Irak, mettant en scène le saccage du bâtiment et de statues au nom d'une prétendue lutte contre l'idolâtrie d'œuvres pré-islamiques. Depuis le début de l'offensive contre Palmyre, lancée mercredi dernier, l'État islamique a exécuté au moins 49 civils dans les abords de la ville qui présentent également un intérêt stratégique. Elle ouvre sur le grand désert syrien, limitrophe d'une province irakienne en grande partie contrôlée par les djihadistes. C'était l'essentiel de l'actualité nationale et internationale préparée par la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue.